Bonjour à tous, Franck Muller à Lyon, toujours réfractaire à la doctrine gouvernementale et macronesque. Donc nous sommes samedi 13, encore une journée d'activité pour les Gilets jaunes, qui devrait être relativement paisible. On attend une forte journée le 20, ça sera peut-être un petit peu plus violent, et peut-être une apothéose pour le 1er mai évidemment. Bon. Je reviens sur le 1er avril. Ah, Sibeth Ndiaye. Elle a déjà fait l'objet de vives critiques pour sa gestion envers les journalistes qu'elle avait l'habitude de déglinguer, d'envoyer balader, si les articles n'étaient pas, donc ne louaient pas le candidat Macron à l'époque. Un titre, les incorruptibles, oui, ont eu maille à partir avec cette brave dame parce qu'effectivement, ils ne dressaient pas des louanges sur le candidat Macron. Donc effectivement, cette dame, devait être critique aussi parce que quand on assume mentir pour le président Macron, c'est quand même un peu compliqué. Elle est présentée comme un exemple de réussite sociale et d'intégration nationale. Pourtant, son intégration est perfectible, déjà sur le plan linguistique. Elle fait un grand usage de franglais. Mais bon, peu importe. Mais en tous les cas, ce n'est pas tout à fait l'exemple qu'on veut bien nous raconter, tous les bobards qu'on nous raconte sur l'ascenseur social à la française. Asseyez-vous. Elle est la fille de dignitaires sénégalais. Son père, Farah Ndiaye, est l'un des fondateurs du Parti africain de l'indépendance et a été numéro 2 du Parti démocratique sénégalais de l'ex-président du Sénégal, Abdoulaye Wade. Sa défunte mère, Mireille Ndiaye, a quant à elle été rien de moins que président du Conseil constitutionnel du Sénégal. Donc vraiment dans le top 10 du Sénégal. Grâce à cette position élevée, bien entendu, les époux Ndiaye ont pu envoyer leur fille Sibeth faire des études en France. D'abord au très réputé lycée Montaigne, puis à l'université Paris Diderot. Notre Sibeth Ndiaye n'a été naturalisée française seulement en 2016. Elle n'est donc pas du tout issue des banlieues de l'immigration et a conservé de grosses attaches au Sénégal dont elle est toujours ressortissante. Peut-être d'ailleurs un jour y retournera-t-elle, tout auréolée de son expérience politique française pour briguer un poste dans les hautes sphères du Sénégal. Bien. Pour l'instant, elle parade. Mais c'est quand même un personnage relativement peu sympathique qu'on commence à mieux cerner. Comme je vous l'ai dit, elle est très peu appréciée des journaux. On ne va pas non plus revenir longtemps sur l'histoire de la meuf Simone Veil qui est is dead, le mensonge pour protéger Macron. Elle a fait des coups tordus aussi pour faire passer une vidéo qui était montée avec des montages bidons pour essayer d'aider Benalla. Et c'est elle qui avait ressorti la vidéo quand Macron parlait du pognon de dingue, etc., etc. Il faut savoir, Sibeth a fait de brillantes études. Elle est rentrée au syndicat UNEF, puis au conseil d'administration de la Mutuelle nationale des étudiants de France. Vous savez, où il y avait beaucoup d'évasion d'argent. Hein. Mais elle a eu son master à 27 ans, hein, donc avec 4 ans de retard. Bien évidemment, elle s'est retrouvée au Parti socialiste, au conseil régional de Seine-Saint-Denis, partout où elle pouvait grenouiller et vivre de la politique sans avoir besoin, bien sûr, de se confronter aux dures réalités du privé. Pour ses parents, qui étaient pourtant anticolonialistes et indépendantistes sénégalais, pas de souci, on envoie quand même la gamine en France profiter des atouts de l'infâme colonisateur. Cette brave Sibeth s'est mariée à un Français de souche, comme on peut dire, Patrice Roch, lui aussi ancien socialiste, qui s'est recyclé à la tête de différents offices HLM. On aimerait croire que c'est simplement dû à ses seules compétences professionnelles, à ce monsieur, et non pas à son parcours au Parti socialiste. Mais bon,
Je crois que Sibeth facturait 6 000 euros à La République En Marche avant d'entrer à l'Élysée. Et son compagnon, lui, doit avoisiner entre 12 à 15 000 euros. Ça, c'est de la gauche qui vous donne des leçons. Ils ont eu 3 enfants, c'est très très bien, hein, bravo. Hein. On ignore, ça peuple la France. Hein. Par contre, on ne sait pas s'ils vont à l'école publique. Vous savez, là, dans les écoles de banlieue où il y a 30 nationalités différentes, où les gamins ont du mal à apprendre la grammaire, ou bien ils sont peut-être dans le privé, mais on ne sait pas. Bon, c'est aux journalistes hein, de faire des enquêtes. Comme ça, ils pourront un petit peu se venger du traitement humiliant qu'elle leur a réservé quand elle était chargée de presse de Macron. Il semblerait qu'au niveau du prénom de ses enfants, elle a 2 jumelles nées en 2010 et un fils né en 2013. Elle leur a donné des prénoms africains. D'accord, car il est important de vivre dans les 2 cultures. Oui, mais enfin bon. Donc, en fin de compte, c'est les 2 cultures, mais peut-être quand même plutôt le Sénégal en premier. Il faut bien qu'il y ait un premier, qu'il y ait un deuxième. Hein, donc, d'ailleurs, si elle a pris la double nationalité il y a 3 ans seulement, c'est que elle nous dit qu'elle aime la France et notre langue, mais enfin bon, elle fait tout. Ses faits démontrent le contraire. Enfin, quand on choisit de vivre dans un pays, on cherche. Alors, je vais revenir sur ce que disait Zemmour. Le prénom, c'est un marqueur culturel. D'ailleurs, au Maroc, c'est interdit de donner un prénom qui n'est pas de culture arabo-marocaine. Le nom est une référence à d'où l'on vient. Le prénom fait rentrer l'enfant dans la nouvelle communauté où il arrive. Donc, théoriquement, rien n'empêche, sur les 2-3 prénoms que l'on donne à un enfant à l'état civil, de donner un prénom de son origine ethnique, géographique, mais généralement on essaye de donner des prénoms relativement neutres pour qu'ils puissent s'intégrer dans la communauté européenne ou franco-européenne. Bref, peu importe. Le jour de la conférence de la passation de pouvoir, assez méprisante. Un chewing-gum pendant sa première séance de questions à l'Assemblée nationale. Même les autorités sénégalaises, lorsque Macron est allé danser au Sénégal, avaient déploré son manque d'éducation. Bon, c'est pas hein, un petit détail. Absolument, absolument pas dans l'élégance, la culture, la politesse, le respect, le savoir-vivre qu'on peut attendre d'une personne qui représente l'ensemble des Français. D'ailleurs, c'est très bizarre. C'est une idée, hein, vous me confirmerez. Il me semble qu'avant sa nomination comme porte-parole du gouvernement, elle s'habillait à l'européenne, relativement neutre. Elle se coiffait à l'européenne, elle tirait ses cheveux, elle en faisait un chignon, etc., etc. Mais maintenant qu'elle est au top du top comme porte-parole, on a un peu l'impression, c'est mon impression personnelle, elle jette son africanité au visage de la France, comme si cette fille de colonisée avait besoin de s'affirmer comme telle face aux anciens colonisateurs. Vous voyez, une espèce de mépris en disant je suis plus haut que vous. D'ailleurs, il ne faut pas s'étonner, Macron parle de la France comme d'un pays marqué par des crimes de guerre. Vraiment, je ne sais pas ce que les autres ont fait, mais alors nous, les Français, on a fait toutes les pires atrocités. Oui, bon, Macron a dit que nous étions dépourvus de culture. D'ailleurs, nous sommes, chaque fois qu'il est à l'étranger, il insulte les Français, réfractaires, alcooliques, fainéants, incultes. Donc, il ne pouvait que bien s'entendre avec Sibeth Ndiaye, pour qui Simone Veil est une meuf, et elle nous dit que son nouveau travail de porte-parole du gouvernement est un nouveau job. Donc, nous avons affaire à une paire de mondialistes, citoyens du monde, immigrationnistes fous, qui n'aiment pas la France et méprisent les citoyens français. Mais malheureusement, ils sont à la tête du pays. C'est bien là le problème. Alors, une grosse boulette hein, qui montre un peu l'éducation. Alors que Sibeth Ndiaye, la nouvelle porte-parole donc, du gouvernement, participe à sa première grande interview sur BFM TV le 3 avril, elle s'est un peu emmêlée les pinceaux. Elle nous dit « Je suis comme saint Thomas d'Aquin, je ne crois pas à ce que je vois. » Oui, mais c'est bien un saint Thomas qui a dit « Je ne crois que ce que je vois », mais c'était l'un des 12 apôtres du Christ, donc en l'an 0 JC plus 32, 33,
contemporains du Christ qui ne voulaient pas reconnaître la renaissance du Christ et à qui on l'a montré, Jésus a montré la marque des clous. Et d'ailleurs, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. C'est donc l'évangile prononcé par Thomas, l'un des 12 apôtres. Ça, c'est ce qui a été dit. Et elle, cette dame, fait référence à saint Thomas d'Aquin, qui lui est né en Italie en 1225, donc 12 siècles après, qui était un théologien reconnu comme un des docteurs théologiques de l'Église. D'ailleurs, il disait, ce brave homme, qu'il priait souvent avant de répondre à chaque question. Ça pourrait être une idée à soumettre à Sibeth Ndiaye, qui, encore une fois, a fait preuve d'une certaine incompétence historique et religieuse. Mais bon, venant d'un pays à 95% de musulmans, je ne sais pas. Maintenant que vous la connaissez mieux, Sibeth Ndiaye se dit victime du racisme ordinaire et de la misogynie. C'est une grosse ficelle, c'est toujours le même truc. Vous critiquez une personne pour ses compétences et vous êtes accusé d'être un affreux raciste. Mais pourquoi se priver de la critiquer? Son terrorisme intellectuel fonctionne pour empêcher de dire qu'elle est incompétente. Elle est manipulatrice, elle est menteuse, intrigante, odieuse, cynique, vulgaire, irrespectueuse, bien entendu carriériste, et pistonnée par ses riches et influents parents. Elle ne mérite pas sa place, tout simplement. Elle ne mérite pas sa place de porte-parole de la présidence de la République. Que ça soit son sexe, sa coiffure, ses origines n'ont aucune importance. Quand on se vante de mentir pour protéger Macron et qu'on dit que Simone Veil, yes, la meuf is dead, non merci, niveau 0. Ah oui, c'est le néant en marche. Mais de toute façon, écoutez-moi, connaissant le caractère et ayant appris en lisant différents articles sur cette dame, cette pauvre dame, justement, va bientôt s'apercevoir qu'elle n'est que le jouet de Macron. Qui, lui, dans un cynisme ahurissant, la piétinera dès qu'elle sera cramée, piégée par son zèle pour Emmanuel. Car en fin de compte, elle est là à titre provisoire. Mais pourquoi? Allez-vous me dire. Mais tout simplement qu'il faut faire un appel du pied. Dans plus d'un mois, nous allons voter. Il faut faire un appel du pied aux électeurs issus de l'immigration pour le vote du 26 mai. Et quoi de mieux que d'avoir un porte-parole originaire d'Afrique? Ça fait bien, ça fait nouveau monde. Les Gaulois, il n'y a pas assez de gens compétents dans les Français de souche. Donc il faut aller au Sénégal pour récupérer un porte-parole. Voyez le message envoyé pour que les gens votent pour la liste Macron. On dira, ah oui, il est moderne ce président. Hein. Comme ça emmerde les électeurs Front National, Patriotes, etc., etc. Enfin bon. Je clôt sur Sibeth. Encore une fois, je ne juge pas son origine, etc. C'est son attitude et tout ce qu'elle a fait pendant les 2 ans où elle a fait campagne pour Macron, qui n'était pas de grande élégance. Et d'ailleurs, de nombreux journalistes peuvent en témoigner. Et c'est d'après ces informations que je vous ai fait ma petite vidéo. Bon, on reparle du grand débat national. Un plus grand pipeau. Oui, un pipeau. Alors, on va vous dire, ah oui, c'est un exercice démocratique d'ouverture de la parole à une échelle que l'on n'avait jamais connue jusqu'à présent. C'est totalement inédit à l'échelle mondiale. Ah ouais. Mais d'un autre côté, c'est une opération politique de la part du gouvernement avec une volonté de disqualifier les gilets jaunes en donnant à voir une forme de démocratie bienveillante, pacifique, ordonnée, qui s'opposerait à la démocratie de la rue, contestataire et éruptive, ces méchants gilets jaunes qui sont des casseurs. Voilà. Voilà ce qu'il en est. Voilà le pourquoi du grand débat. Tout à fait. Les citoyens veulent plus de citoyenneté, plus de démocratie, plus de justice sociale, plus de proximité. Et nous avons vu Édouard Philippe qui en tire des conclusions. Il semblerait que ce soit la baisse des dépenses publiques qui soit le plus important pour les Français.
Évidemment, quand on emmène des questions fermées dans un questionnaire, qu'est-ce qu'il a dit, ce brave monsieur? Pour limiter le déficit, faut-il baisser les dépenses publiques ou augmenter les impôts? Bien entendu, 75% des gens ont demandé la baisse des dépenses publiques. Comme si les citoyens n'avaient qu'une seule revendication, qui était de baisser les dépenses publiques. Ça démontre bien que ce gouvernement a cherché, dans ce grand débat, un moyen de légitimer une politique qui est déjà en cours. C'est vraiment monarchique. On fait parler les citoyens, et après, le prince, de manière très sélective, n'est-ce pas, et complètement arbitraire, décide ce qu'il a choisi d'entendre et de mettre en œuvre. Trop facile, vraiment trop facile. D'ailleurs, oui, c'était en début de semaine, Édouard Philippe, les conclusions du grand débat, il faut qu'il arrête de fumer. Il nous dit, les Français veulent moins d'impôts, mais ils ont compris avec une grande maturité, sans blague, que pour payer moins d'impôts, il fallait avoir moins de dépenses publiques. Le Premier ministre en avait l'air tout retourné de cette grande nouvelle. Mais dans ce raisonnement, il nous fait croire qu'il prend pour argent comptant les résultats du grand débat, parce qu'en fin de compte, l'information, elle vient de nulle part ailleurs que le grand débat. Ce qu'il occulte complètement, c'est que dans les participants du grand débat, il y a une étude du CEVIPOF qui l'a montré. 65% des participants sont diplômés de l'enseignement supérieur, 76% sont propriétaires, 77% ont plus de 50 ans, etc., etc. Donc, vous voyez bien que déjà, l'échantillon n'est pas représentatif du panel et ne prend pas en considération les gilets jaunes. Voilà, effectivement, la composition sociologique de ces participants ne reflète en rien la société française. Évidemment, les ploucs, d'après le gouvernement, ne sont pas allés remplir des tas de papiers. Il n'y a que les retraités et les propriétaires qui avaient le temps de remplir des questionnaires. Il faut dire que, les salauds de smicards sont trop occupés à être sur des ronds-points ou à casser. C'est donc un jeu dangereux joué par le gouvernement qui nous lance une perche démocratique et qui, en fin de compte, ne veut absolument pas en tenir compte. Les gilets jaunes, c'est le premier symptôme d'une crise de fond qui touche la société française. Un espèce de cancer. On est sur plusieurs organes du pays. La souveraineté, l'identité, l'éducation, les politiques territoriales. Tout cela s'est agrossi en silence depuis des années. Et maintenant, ça a été repris ça a apparu au jour avec la crise des Gilets jaunes. D'ailleurs, ceux qui ont donné leurs avis dans les consultations, ce ne sont pas les citoyens qui souffraient en silence, ce sont les autres. Enfin bon. Le grand débat prétend répondre aux souffrances des gens, mais en même temps, il a savamment œuvré à exclure de son champ d'action justement les gens pour lesquels le grand débat a été fait. Et donc, en fin de compte, ce sont des gens un petit peu plus privilégiés ou très privilégiés qui ont répondu au grand questionnaire. Les demandes des participants n'ont absolument rien à voir avec celles des Gilets jaunes. Oui, au lieu de... Enfin, c'est difficile à expliquer. Au lieu de prendre acte de son échec et de voir que ce grand débat, en fin de compte, est un peu bidonné, le gouvernement décide de faire comme si toutes les réponses reflétaient exactement l'opinion de tout le prolétariat français. Bon, il aurait fallu organiser un référendum, mais bon, nos classes dirigeantes ont appris à se méfier des référendums. Rappelez-vous, au mois de mai 2005, ça avait capoté, Et puis, il y aura toujours quelques personnes pour en faire un vote contestataire. Et si tous les gens votent contre, on est dans la mouise. Enfin, je dirais quand même que quand on gouverne sans l'assentiment de la majorité silencieuse,
on en est réduit à de tels procédés de magouillage. Et ça permet d'entretenir l'illusion d'une certaine démocratie, mais ne soyons pas dupes. Ne soyons pas dupes. Ils essayent de nous embobiner. Ils arrivent même à se persuader qu'avec les résultats de ce grand débat national, ils vont arriver à guérir la crise avec cet événement bidonné, manipulé. Je termine mon propos là. C'est un peu dense, ouais. Donc, en conclusion, je vous dirais, comme nous pouvions le craindre à l'issue d'un long exercice, très très long exercice de communication d'Emmanuel Macron, président de la République, organisé aux frais de l'État, 12 millions jetés en l'air, le gouvernement vient de nous annoncer par la bouche d'Édouard Philippe que non seulement la conduite, qu'est-ce que je dis, la politique qu'il conduit ne changerait pas de direction, mais pire encore, qu'elle serait amplifiée. Au lieu de répondre à la forte exigence de justice sociale et fiscale, de démocratie et d'écologie exprimée par nos concitoyens, les vieilles recettes libérales continueront d'être appliquées. Moins d'impôts pour les plus riches, moins de services publics pour tous les autres. Le président de la République et son gouvernement répondent par le mépris, par le mépris et le déni aux aspirations populaires. Ils prennent ainsi, avec cynisme, le risque d'accentuer les fractures de la société française pour le plus grand bénéfice d'un duel politique mis en scène entre eux, pseudo-progressistes, et les nationalistes, Rassemblement national, DLF et autres partis. Notre pays sort vraiment affaibli de ce débat. Encore une nouvelle occasion manquée entre les citoyens et les gouvernements de dialoguer. Malheureusement, cette attitude irresponsable sème aujourd'hui la déception et prépare la colère pour demain. Et je pressens que les semaines d'avril et mai seront relativement agitées parce que la conclusion, les mesures qui seront prises par Macron vous apparaîtront vraiment insipides et quelque part vous aurez l'impression de tout ça, tout ce bazar, tout ce cirque médiatique pour accoucher une montagne qui accouche d'une souris, pour reprendre une formule que j'ai déjà citée. Et non, on se fout de nous, franchement. On nous prend pour des imbéciles. Sur ce, merci pour votre attention. Oui, le grand débat, c'est un petit peu barbant, excusez-moi, hein, mais bon, je pense que j'ai dit suffisamment ce que j'avais à dire là-dessus. Je reviendrai sur plein de nouvelles, des brèves et tout. Il y a des tas de trucs qui sortent, mais c'est de la folie. Je reviendrai certainement tout de suite en début de semaine. Et pour vous dire certaines choses qui sont relativement peu connues du public, qui n'a pas le temps d'aller ailleurs que devant TF1 ou France 2 ou devant BFM. Les gens du béni oui-oui envers Macron. Bien, écoutez, merci en tous les cas, merci pour les partages, merci pour les abonnements, merci pour les commentaires que je lis scrupuleusement. Merci pour tout, à très bientôt. Passez un beau week-end. Au revoir, merci beaucoup.